Lors d'un barbecue familial, son oncle lui a demandé quand elle allait enfin se caser. Elle a reniflé et a répondu d'une voix forte, « Avec lui ? Je t'en prie. » Les rires ont cessé quand j'ai dit, « Tu as raison. » J'ai tendu mon assiette à sa tante et je suis parti sans un mot de plus. L'odeur du charbon de bois et des burgers grésillants a été l'odeur de l'été pendant 3 ans. C'était aussi l'odeur de la famille. La famille de Chloé, pour être exact. Les Lefebvre. Je connaissais la courbure de leur planche de terrasse, le loquet collant de la moustiquaire, et le temps exact qu'il fallait laisser oncle Robert pester contre la pelouse des voisins avant de lui tendre une autre bière. J'étais au barbecue avec lui à ce moment-là, un tablier taché sur mon t-shirt, retournant des blancs de poulet pendant qu'il exposait les vertus de la chaleur indirecte. Tu vois, Alexandre, tu les entasses tous au centre. Tu ne fais que les faire bouillir dans leur propre jus. Il faut leur donner de l'espace, comme aux gens. Sagesse des siècles, Robert, ai-je dit en souriant, déplaçant les morceaux vers le côté plus frais de la grille. J'avais apporté ma propre salade de pommes de terre, une recette de ma mère avec de l'aneth et juste la bonne quantité de vinaigre. Tante Suzanne m'avait pratiquement serré dans ses bras pour ça quand je suis arrivé. Un homme qui cuisine. Tu es une perle rare, Alexandre. Elle l'avait dit une centaine de fois. De la terrasse, des rires ont éclaté. Chloé tenait salon avec ses cousines Megan et Olivia. Elle gesticulait largement, racontant une histoire de son bureau de marketing. Elle a croisé mon regard et m'a adressé un sourire rapide et de pure forme avant de se retourner. Elle avait l'air radieuse, ses cheveux captant le soleil de fin d'après-midi. J'ai ressenti une chaleur familière et confortable. C'était ma vie. Elle était belle. Plus tard, les ventres pleins, le rassemblement s'est installé dans un bourdonnement de contentement. Je ramassais les assiettes vides, les empilant près de la porte de la cuisine. Oncle Robert, le visage rouge de merlot et de soleil, a posé une main lourde et amicale sur mon épaule, me tirant dans le cercle où Chloé se prélassait sur une chaise de terrasse. Alors, a-t-il lancé, sa voix tranchant dans le brouhaha. Question sérieuse pour vous deux. Il a agité un doigt entre moi et Chloé. Quand est-ce que notre Chloé va enfin faire de toi un honnête homme, Alexandre ? On ne rajeunit pas. Il est temps de se poser, de planter des racines. C'était la même blague qu'il faisait depuis 2 ans. D'habitude, Chloé levait les yeux au ciel enjoué et disait, « Ne nous presse pas, oncle Robert. » Je traînais des pieds et souriais. Une routine confortable. Mais pas aujourd'hui. Chloé n'a pas levé les yeux au ciel. Elle a émis un son. Un reniflement sec et dédaigneux qui a fait taire la conversation sur la terrasse. Le rire de Megan est mort dans sa gorge. Avec lui ? S'il te plaît, oncle Robert. Les mots n'ont pas été chuchotés. Ils ont été projetés, clairs et nets pour que tout le jardin les entende. Le monde ne s'est pas rétréci. Il est devenu d'une netteté effroyable. J'ai vu la constellation de taches de rousseur sur le visage figé de tante Suzanne. J'ai vu la bouteille de bière artisanale suspendue dans la main de Robert, à mi-chemin de sa bouche. J'ai vu Olivia grimacer et baisser les yeux sur ses genoux. Chloé s'est penchée en avant comme si elle partageait un secret juteux avec un public de 50 personnes. Se poser est le mot juste. Mon Dieu. Elle a secoué la tête, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Je ne suis pas prête à m'engager pour une vie comme ça. Son geste était une vague paresseuse et globale qui englobait le barbecue, les meubles de terrasse délavés, la banlieue s'étendant au-delà de la clôture. Il m'englobait, moi. Mon cœur ne battait pas la chamade. J'avais l'impression qu'il s'était complètement arrêté. Une pierre froide et morte dans ma poitrine. Alexandre est génial, a-t-elle poursuivi, son ton devenant celui d'une clarification condescendante. Il est doux. Il est, genre, incroyablement gentil. Mais sérieusement. Elle a regardé ses cousines, cherchant leur complicité. Il est mon pour l'instant. Tout le monde le sait, n'est-ce pas, Megan ? Megan est devenue rouge comme une betterave, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Le silence était un poids physique. C'était l'absence de tout, des oiseaux, de la circulation, du souffle. Tout ce qui existait, c'était la cruauté désinvolte et à couper le souffle de Chloé, suspendu dans l'air entre nous. Elle n'était pas malveillante. C'était le pire.
Elle ne faisait qu'énoncer ce qu'elle croyait être un fait évident et accepté. J'étais un bouche-trou, un confort passager, un accessoire dans la salle d'attente de sa vie. J'ai regardé son visage. J'ai cherché du regret, un indice que c'était une blague qui était allée trop loin. Je n'ai vu qu'une légère impatience, comme si je gâchais la chute en ne riant pas avec elle. Un calme profond et contre nature s'est installé en moi. C'était le silence d'une décision prise à un niveau fondamental. J'ai marché, mes pas mesurés et silencieux sur la terrasse, jusqu'à Suzanne. Ses yeux étaient grands ouverts, brillants de larmes non versées de choc et d'empathie. Je lui ai tendu mon assiette en carton avec son burger à moitié mangé et ma part de salade de pommes de terre intacte. Merci pour le déjeuner, Suzanne, ai-je dit, ma voix égale, polie, comme si je remerciais une hôtesse après un charmant dîner. C'était délicieux. Elle a pris l'assiette automatiquement, sa bouche formant un « oh » muet de détresse. Puis, je me suis retourné. J'ai fait les 3 pas pour me tenir directement devant la chaise de Chloé. Elle a levé les yeux, son sourire narquois s'estompant en une lueur de confusion devant mon expression, qui ne contenait ni colère, ni blessure qu'elle pouvait reconnaître. Je me suis assuré que ma voix portait le même poids clair et projeté que la sienne. Tu as raison, ai-je dit en hochant lentement la tête. Les mots n'étaient pas amers. Ils étaient factuels. Définitifs. Tu as absolument raison. Je n'ai pas regardé Robert. Je n'ai pas regardé les cousines. J'ai tourné les talons et j'ai traversé la terrasse, descendu les 3 marches jusqu'à la pelouse, et longé le côté de la maison. Ma voiture était garée devant. Derrière moi, j'ai entendu un « Alexandre » étranglé de Suzanne et un « oh » pour l'amour du ciel, plus sec de Chloé. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas claqué la barrière du jardin. Je l'ai fermée avec un clic doux et définitif qui a résonné dans le silence que j'ai laissé derrière moi. Le son d'une page qui se tourne, d'une porte qui se ferme, d'un homme sortant d'une histoire dont il n'était jamais censé être le personnage principal. Le trajet de retour s'est déroulé dans le vide. Il n'y avait pas de bande-son rugissante de colère dans ma tête, pas de larmes refoulées. Il n'y avait que le vrombissement du moteur et le sentiment précis et clinique de démantèlement. C'était comme si la personne qui avait été publiquement démantelée à ce barbecue, Alexandre, le petit ami, le compagnon de grillade fiable, le futur gendre était toujours là-bas, une coquille vide sur la terrasse des Lefebvre. L'homme qui conduisait la voiture était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de vide, et donc, parfaitement lucide. Mon téléphone, posé dans le porte-gobelet, a commencé à vibrer. Une photo de Chloé souriant en plein rire lors d'une randonnée l'automne dernier s'est affichée à l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a vibré encore et encore. Au 3e appel, je me suis penché et, sans regarder, je l'ai éteint. Le silence qui a suivi était profond. Mon appartement ressemblait à un musée dédié à une relation qui venait de se révéler être une fiction. La photo encadrée sur l'étagère du mariage de sa sœur. Moi dans un costume mal ajusté. Elle, radieuse. La bougie ridicule et hors de prix qu'elle aimait, qui sentait les pivoines trempées par la pluie. La tasse de café avec une blague privée imprimée dessus qui n'était plus drôle. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau document. Le titre, Stratégie de sortie. La première étape était logistique. J'ai mis en boîte tout ce qui était à elle ou qui me rappelait explicitement elle, la bougie, la tasse, un pull qu'elle avait laissé, les photos. Je n'ai pas fait mes cartons sous le coup de la colère. J'ai plié, emballé et étiqueté avec l'efficacité détachée d'un archiviste de musée entreposant une exposition ratée. La boîte est allée dans le placard de rangement. Hors de vue, mais pas encore hors de l'esprit. Cela nécessiterait un autre type de travail. J'ai rallumé mon téléphone. Le déluge de notifications était presque impressionnant. Chloé, 17h42, c'était quoi ça, bordel? Tu es juste parti. Tu as fait toute une scène. Chloé, 17h55, ma mère pleure. Mon oncle se sent très mal. Belle façon de mettre tout le monde mal à l'aise pour une blague. Chloé, 18h20, tu ne vas vraiment pas me répondre? C'est tellement immature. Chloé, 19h05, Alexandre, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Chloé, 20h30, très bien. Fais l'enfant. Tu sais,
je ne le pensais pas comme ça. Je les ai lus avec la curiosité d'un anthropologue étudiant une culture étrangère. L'émotion principale transmise n'était pas le remords. C'était l'agacement. L'agacement que j'ai perturbé le récit, que j'ai refusé de jouer mon rôle de petit ami compréhensif et imperturbable qui hausserait les épaules face à une blague à ses dépens au nom de l'harmonie. Le sous-texte de chaque message était « Tu réagis de manière excessive. Rentre dans le rang. » Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. Les messages étaient des données. Ils étaient la preuve finale et irréfutable que je ne m'étais pas permis de voir auparavant. À la tombée de la nuit, les données se sont transformées. Chloé, 22h15, d'accord. Je suis désolé que tu aies été blessé, mais tu dois comprendre comment Robert me met dans l'embarras. Je devais dire quelque chose. Chloé, 23h02, on peut juste parler, s'il te plaît? C'est stupide. Désolé que tu aies été blessé, était un chef-d'œuvre. Des excuses qui rejetaient la faute sur ma sensibilité, pas sur sa cruauté. J'ai posé le téléphone face contre table. Dans l'appartement sombre et silencieux, les souvenirs sont revenus. Pas la compilation des meilleurs moments, mais les scènes coupées. Moi annulant un week-end de pêche avec mon frère pour l'aider à peindre son appartement parce qu'elle serait, juste dépassée en le faisant seul, moi passant 3 soirées et une petite fortune en pièces pour réparer le cliquetis persistant de sa voiture, sa gratitude durant approximativement jusqu'à la prochaine fois qu'elle a eu besoin qu'on la conduise, moi assistant à d'interminables dîners avec ses amis du travail, les écoutant parler d'influenceurs et de saturation du marché, mon emploi pratique dans la gestion de données étant une chute silencieuse et douce. Chaque souvenir s'est mis en place comme une pièce à conviction accablante. Ma loyauté, mon soutien, ma présence discrète, ils n'étaient pas valorisés. Ils étaient attendus. C'étaient les services de base fournis par le personnel. Et le personnel n'est pas censé avoir de sentiments, ni de fierté, ni s'en aller. Le lendemain matin, une nouvelle tactique. Chloé, 9h17, je passe. On va parler de ça. Je n'ai pas répondu. À 9h45, ma sonnette a retenti. 3 pressions longues et insistantes. J'étais assis à ma table de cuisine, buvant du café, lisant les nouvelles sur ma tablette. J'ai entendu le faible tintement de ses clés. Elle en avait encore un jeu. Dans la serrure, la poignée a tourné, mais le pêne dormant, que j'avais engagé, a tenu bon. Une pause, puis un coup sec. Alexandre, ouvre la porte. Je sais que tu es là. J'ai pris une lente gorgée de café. Le silence était ma réponse. C'est ridicule. Sa voix était étouffée, mais claire à travers le bois. Tu es tellement dramatique. Ouvre la porte tout de suite. Plus de silence. J'ai entendu un soupir frustré, puis le bruit de ses clés remises dans un sac à main. Très bien, peu importe. Quand tu décideras d'être un adulte, tu sais où me trouver. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. Le sentiment clinique en moi s'est solidifié. Sa colère d'être enfermée dehors confirmait tout. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle était là pour reprendre le contrôle, pour me réprimander et me remettre dans ma boîte. Cet après-midi-là, j'ai initié le protocole. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. J'ai supprimé son profil de mes comptes de streaming. J'ai retiré la petite somme d'argent que je gardais dans notre pot d'épargne commun pour les soirées en amoureux. De l'argent que j'avais exclusivement financé. Des tâches méthodiques et administratives. Ces textos ont de nouveau changé de ton. Une pointe de malaise s'infiltrant à travers l'agacement. Chloé, 16h11, tu as changé le mot de passe de Netflix? Chloé, 19h30, ma mère a demandé de tes nouvelles. Je ne savais pas quoi dire. Chloé, 22h05, Alexandre, sérieusement, ce n'est pas toi. Parle-moi. Ce n'est pas toi. C'était la chose la plus vraie qu'elle ait dite depuis des jours. Le moi qu'elle connaissait avait disparu. Lundi, je me suis déclaré malade au travail. Non pas parce que j'étais émotionnellement bouleversé, mais parce que j'avais des choses plus importantes à faire. J'ai fait une longue et éprouvante course à pied. J'ai nettoyé mon appartement jusqu'à ce qu'il brille, effaçant les dernières traces de vie partagée. Le soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 ans. J'ai appelé mon vieil ami Marc de ma vie d'avant Chloé, celui qu'elle trouvait
un peu beauf. Mec, a-t-il répondu. Je commençais à croire que tu avais été enlevé par des extraterrestres ou, pire, par le club de lecture de ta copine. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Tu es libre pour une bière cette semaine? Cette nuit-là, le message final de la phase 1 est arrivé. Chloé, 23h48, je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Je n'arrive pas à croire que tu jettes tout en l'air pour un stupide commentaire. Je suppose que ça montre juste à quel point tout ça a été fragile. J'espère que tu es heureux. C'était le chef-d'œuvre, le renversement ultime. Elle était la victime de mes actions déraisonnables. C'était elle qui était abandonnée. L'audace pure de la chose était presque impressionnante. C'était aussi la dernière donnée dont j'avais besoin. J'ai pris le téléphone. J'ai navigué jusqu'à son contact. Je ne l'ai pas bloqué. Au lieu de cela, j'ai changé son nom dans mes contacts de Chloé Belcoeur à Lefebvre, C. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et réglé mon téléphone sur ne pas déranger. Le silence radio n'était pas une tactique. Ce n'était pas un jeu pour la reconquérir. C'était le son d'un homme s'éloignant d'une conversation qui s'était terminée bien avant qu'il n'ait enfin écouté. Le silence n'était plus vide. Il était plein de potentiel. Et pour la première fois depuis longtemps, il m'appartenait entièrement. Les semaines se sont transformées en un mois, puis deux. Le monde, qui s'était rétréci au point minuscule de cette humiliation dans le jardin, s'est lentement élargi à nouveau. Le silence que j'avais cultivé n'était pas seulement une absence d'elle. C'était de l'espace. Et dans cet espace, j'ai commencé à construire. Lefebvre, c'est resté en sourdine. Les messages arrivaient toujours, mais j'avais configuré mon téléphone pour les classer directement dans une archive numérique sans notification. Je la consultais une fois par semaine, le dimanche soir, avec l'intérêt détaché d'un historien examinant des sources primaires. Le ton passait par des phases prévisibles, indignation, marchandage, tentative de culpabilisation, et enfin, un silence bouillonnant et confus qui a duré 3 semaines complètes. Mon énergie allait ailleurs. J'ai accepté la promotion au travail que j'avais hésité à prendre car elle exigeait plus de voyages, des voyages que Chloé avait qualifiés des « excuses bidons pour éviter la vraie vie ». Je me suis inscrit à la certification avancée en analytique des données que j'avais mise en favori il y a 1 an. J'ai reconstruit le moteur de ma vieille Peugeot avec Marc, nos mains graisseuses, les conversations tournant autour des carburateurs et du buzzball, pas des drames relationnels. C'était profondément simple. La première ondulation du karma est arrivée via Megan, la cousine de Chloé. Elle avait toujours été la plus silencieuse des trois et la seule à ne pas avoir forcé un sourire lors de la performance du barbecue. Un texto est apparu un mardi soir. Megan, 19h03, salut, Alexandre. Je sais que c'est bizarre. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé au barbecue. C'était horrible. Tu ne méritais pas ça. J'espère que tu vas bien. C'était une grenade de décence lancée dans ma nouvelle paix. J'ai pesé ma réponse pendant 1 heure. Moi, 20h15, merci, Megan. J'apprécie. Je vais bien. Ces bulles de frappe sont apparues immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparues. Megan, 20h17, bien. C'est bien. Je sentais que je devais dire quelque chose. Les choses ont été bizarres. Je n'ai pas demandé. La règle était ferme, pas de pêche aux informations. Pas de curiosité pour son bien-être. Mais Megan l'a offert librement, une confession teintée de sa propre culpabilité. Megan, 20h19, elle voit quelqu'un de nouveau, un type nommé Cédric. Il est directeur de création. Elle l'a rencontré genre 1 semaine après. Bref, elle ne parle que de lui. Il est si intense, et si passionné, et totalement différent de « enfin, tu sais ». 1 semaine après. Le calendrier était à la fois choquant et totalement prévisible. Je n'ai rien ressenti, ni jalousie, ni blessure, juste une confirmation clinique. Le bouche-trou avait été retiré. Un nouvel accessoire, plus brillant, avait été mis en place. Moi, 20h22, je vois. J'espère que ça marchera pour elle. Le dernier message de Megan était révélateur. Ouais, on verra. Prends soin de toi, Alexandre.
On verra est resté en suspens. C'était la première fissure dans le front uni de la famille. Tante Suzanne, selon un texto ultérieur et soigneusement vague de Meghan, avait refusé de rencontrer Cédric. Maman dit qu'elle a mal à la tête chaque fois que Chloé le suggère. La mise à jour suivante était visuelle. J'avais supprimé mes réseaux sociaux, mais pas Marc. Il est passé un soir, faisant défiler son téléphone, et a laissé échapper un sifflement bas. Ouah, regarde-moi le remplaçant. Il m'a montré une photo que Chloé avait postée. C'était sur un bar sur le toit. Elle était drapée contre un homme dans une chemise de créateur trop serrée, ses cheveux méticuleusement décoiffés, son sourire révélant des dents très blanches et très droites. Cédric. Son bras agrippait sa taille possessivement. La légende, quand on arrête de se contenter de bien et qu'on trouve enfin le feu promotion, aucun regret. Le hashtag était une balle tirée directement sur mon fantôme. Marc a regardé mon visage. Ça va, mec? Je vais très bien, ai-je dit, et je le pensais. La photo ne m'a pas fait mal. C'était anthropologique. Voici le spécimen contre lequel elle m'avait échangé. Il ressemblait exactement au genre d'homme qui se qualifierait de perturbateur et ferait la leçon au serveur sur la provenance du basilic. C'était parfait. Il a l'air d'un crétin, a grogné Marc en rangeant son téléphone. C'est son problème maintenant, ai-je dit en lui tendant une bière. Le véritable effondrement a commencé quelques mois plus tard. Les rapports de Meghan sont devenus moins fréquents mais plus substantiels. Ce n'était plus seulement des mises à jour, c'était des dépêches d'un front qui s'effondrait. Meghan, 11h12, Cédric a perdu son emploi. Apparemment, il a quitté son entreprise après un désaccord créatif avec les fondateurs. Chloé dit qu'il se concentre sur sa marque personnelle maintenant. Meghan, 3 semaines plus tard, Chloé a demandé à emprunter de l'argent à maman pour le loyer. La phase de construction de marque de Cédric est apparemment gourmande en liquidité. Maman a dit non. Ça a été toute une histoire. Puis le ton est passé de l'observation à l'inquiétude. Meghan, 21h45, tu as parlé à Chloé du tout? Elle a l'air vraiment à cran. Olivia a dit que Cédric s'est pointé à son travail sans prévenir la semaine dernière et a fait une scène parce qu'un type lui parlait. C'était bizarre. Je n'ai pas répondu. Le feu montrait ses premières étincelles d'incontrôlabilité. Le point culminant n'est pas venu de Meghan, mais d'une source totalement inattendue, Robert. Son nom clignotant sur mon écran un samedi matin était un retour surréaliste à une vie passée. J'ai répondu, ma voix neutre. Robert? Alexandre. Il semblait fatigué, plus âgé. Écoute, je ne sais même pas par où commencer. Ce que Chloé a dit au barbecue, c'était Suzanne ne lui a pas parlé correctement depuis des semaines. Moi non plus. C'était cruel, tout simplement. Et je suis désolé d'avoir été l'idiot qui a commencé ça. Ce n'est pas ta faute, Robert, ai-je dit. Et je le pensais aussi. Il était un catalyseur, pas la cause. Tu as posé une question honnête. Elle a donné une réponse honnête. C'est l'honnêteté qui était le problème. Il est resté silencieux un moment, absorbant cela. Oui, je suppose que oui. Il s'est raclé la gorge. Je n'appelle pas juste pour m'excuser. J'appelle bon sang, j'appelle pour t'avertir, peut-être. M'avertir? Elle est dans une mauvaise passe, Alexandre. Ce type, Cédric, la voix de Robert Bessa, épaisse de dégoût. C'est une mauvaise nouvelle. Il a un sale caractère. Il m'a emprunté mon nettoyeur haute pression le mois dernier et me l'a rendu avec la pompe grillée. Puis il m'a dit que je devais lui avoir donné une machine défectueuse. Sacré culot. Mais avec Chloé, c'est plus. Elle est nerveuse. Elle a l'air maigre. Elle a fait tomber son téléphone la semaine dernière quand on les a eus chez nous 1 minute, et il l'a ramassé du sol avant qu'elle ne puisse, en riant comme si c'était un jeu. Ça n'avait pas l'air d'un jeu pour moi. J'ai écouté, sans rien dire. L'image était claire et laide. La raison pour laquelle je te dis ça, a poursuivi Robert, sa voix tendue, c'est qu'elle parle d'emménager avec lui, dans un endroit qu'il ne peut pas se permettre. Et j'ai le sentiment que quand ça tournera mal, et ça tournera mal, elle reviendra en courant vers toi, cherchant son ancien gars pour l'instant pour nettoyer les dégâts.
Suzanne est morte d'inquiétude à ce sujet. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement le matin clair et calme. J'avais une séance de gym de prévue. Je devais rencontrer un collègue plus tard pour discuter d'un nouveau projet. Ma vie était ordonnée, paisible, et à moi. Robert, ai-je dit, ma voix ferme mais pas méchante. J'apprécie l'appel, et je suis désolé que Chloé soit dans une situation difficile, mais je ne suis pas un plan de secours. Je ne suis pas une équipe de nettoyage. Ce chapitre est clos. Définitivement. Un long soupir qui semblait être à la fois du regret et du soulagement est venu de l'autre bout du fil. Je me doutais que tu dirais ça. Et je ne t'en veux pas du tout. Je devais juste essayer. Pour Suzanne. Dis à Suzanne que je lui dis bonjour et que je pense encore à sa salade de pommes de terre, ai-je dit, un petit sourire sincère touchant mes lèvres. C'était la seule partie de cette ancienne vie que je tenais à reconnaître. J'ai raccroché. Je suis resté assis un moment, la dernière pièce du puzzle du karma se mettant en place. Sa promotion était instable, au chômage, et montrait des signes de contrôle. Sa famille, sa source de soutien indéfectible, se retirait, leur loyauté érodée par ses propres actions et leur dégoût pour les conséquences qu'elle avait choisies. Elle était isolée, prenant des décisions désespérées. Je n'ai ressenti aucune joie malsaine, aucun triomphant, je te l'avais bien dit. Le sentiment était plus simple, plus profond. C'était la confirmation d'un calcul correct. J'avais été évalué comme un passif. Je m'étais retiré du registre. Maintenant, l'actif qu'elle avait choisi se dépréciait activement, entraînant sa valeur avec lui. L'effondrement n'était pas mon drame à regarder. C'était un bulletin météo d'un pays que j'avais quitté. Les prévisions annonçaient des tempêtes. J'étais reconnaissant chaque jour d'avoir construit ma maison sur un terrain plus solide. Le premier nouveau message de Lefebvre, est apparu exactement comme Robert l'avait prédit. 2 jours après que le nom de Cédric fut officiellement sur son bail, il a contourné la fonction de sourdine car il provenait d'un nouveau numéro inconnu. Inconnu, 22h23, Alexandre, c'est Chloé. Je sais que tu les reçois. Il faut que je te parle. C'est important. Le ton était différent. Pas d'accusation, pas de colère théâtrale. C'était plat, presque creux. Je l'ai supprimé. Le soir suivant, un message vocal. Je l'ai écouté en préparant le dîner, le couteau stable sur une carotte. Sa voix était un enregistrement tremblant, dépouillé de sa mélodie confiante habituelle. Et, c'est moi. Mon Dieu, c'est difficile. Une longue pause. Une inspiration tremblante. Je n'arrête pas de penser à ta salade de pommes de terre, comment tu mettais toujours beaucoup trop d'aneth parce que tu savais que j'adorais ça. Stupide, non? C'est juste que mon ami me manque. Parler avec toi me manque. Les choses sont compliquées. Je crois que j'ai fait une énorme erreur. Pas seulement au barbecue. Une série d'erreurs. Peux-tu juste me rappeler, s'il te plaît? S'il te plaît. Je n'ai personne d'autre à qui parler. La manipulation était plus sophistiquée maintenant. Pas une exigence, mais une confession, pas une attaque, mais une nostalgie partagée qu'elle avait autrefois tournée en dérision. Elle jouait la carte de la vraie connexion. J'ai supprimé le message vocal. Les textos ont repris, un goutte-à-goutte lent et persistant du nouveau numéro. Inconnu, 8h15, tu te souviens de ce petit bistrot avec la tarte? On pourrait y aller. Juste parler. Inconnu, 15h41, je suis passé en voiture devant ton ancien parcours de course aujourd'hui. Je t'ai cherché. Inconnu, 23h08, j'ai parlé de nous à Cédric, de la façon dont j'ai rompu. Il pense que je suis obsédé par toi. On s'est disputé. Ce dernier était un coup de maître, conçu pour susciter un instinct protecteur ou peut-être de la jalousie. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. C'était juste une autre donnée. Sa nouvelle relation se fracturait, et elle utilisait mon fantôme comme un coin. J'ai bloqué le nouveau numéro. Une semaine de silence. Puis l'émissaire, pas Mégane cette fois, mais Olivia, la cousine qui avait baissé les yeux sur ses genoux. Son appel est allé à la messagerie vocale. Alexandre, salut, c'est Olivia. Écoute, j'appelle juste parce que je m'inquiète pour Chloé. Elle n'est vraiment pas bien.
Ce type Cédric, il n'est pas bien. Elle ne l'admettra pas, mais on le voit tous. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle est juste si triste. Et je sais que ce qu'elle a fait était horrible, mais elle se punit déjà assez. Peut-être que si tu la rencontrais juste pour un café? Pas pour vous remettre ensemble. Juste elle a besoin d'entendre qu'elle n'est pas un monstre de la part de quelqu'un qu'elle de ta part. Pense-y, juste. Olivia était une négociatrice plus douce, faisant appel à la pitié. Je n'y ai pas pensé. La demande elle-même était une insulte. Mon travail était maintenant de l'absoudre de ses propres conséquences. L'escalade a eu lieu un jeudi pluvieux. Je quittais ma nouvelle salle de sport, une meilleure, en centre-ville, quand je l'ai vue appuyée contre le mur de briques sous l'auvent, le col relevé contre la bruine. Elle ressemblait à une photocopie délavée de la femme du barbecue. Plus mince, comme l'avait dit Olivia, ses yeux vifs, sa posture défensive. Alexandre. Elle s'est détachée du mur, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je me doutais que tu serais là. Marc a mentionné que tu aimais cet endroit. Donc, elle exploitait mes amis pour obtenir des informations. Je n'ai pas arrêté de marcher, ajustant la sangle de mon sac de sport. Chloé. Elle s'est mise à mon pas, ses pas rapides et nerveux. J'avais juste besoin de te voir. De te parler en personne. Les textos, les appels tu ne fais que m'exclure. Oui, ai-je dit, continuant vers le parking. Pourquoi es-tu comme ça? Sa voix s'est brisée, la façade s'effritant plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai fait une erreur. Une énorme, affreuse, stupide erreur. Que veux-tu de plus? Veux-tu que je te supplie? Les passants ont jeté un coup d'œil, ajoutant un public qu'elle n'avait probablement pas prévu. Je me suis arrêté et lui ai fait face. Les lumières fluorescentes du garage la rendaient blafarde. Je ne veux rien, Chloé. C'est là toute la question. Elle a cligné des yeux, confuse par la grammaire. Tu dois me pardonner. Tu es le gentil, le compréhensif. C'est qui tu es. C'est qui j'étais avec toi, ai-je corrigé. C'était un rôle. Un rôle dont tu as clairement indiqué qu'il était temporaire et sans valeur. J'ai redistribué le rôle. Des larmes, des vraies cette fois, ont coulé. Ce n'était pas un rôle. C'était toi. Le vrai toi. Et je me noie, Alexandre. Cédric, il n'est pas celui que je pensais. Il crie. Il a cassé mon téléphone la semaine dernière. Il n'a pas payé sa part du loyer depuis 2 mois. J'ai peur, et je suis seul, et ma famille me juge, et j'ai juste besoin de retrouver mon meilleur ami. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai fait un pas subtil en arrière, évitant le contact. Je ne suis pas ton meilleur ami. J'étais ton bouche-trou. Tu l'as déclaré publiquement. Je ne fais que respecter ta préférence déclarée. Les larmes sont devenues brûlantes avec un éclair de l'ancienne colère. Alors c'est tout? Après 3 ans, tu me vois comme ça et tu ne ressens rien. Tu vas juste me laisser me noyer? Je l'ai regardée, cette femme en détresse réelle, et j'ai ressenti une pitié distante et clinique, le genre que l'on pourrait ressentir pour un personnage imprudent dans un film. Cela n'était pas lié à moi. Tu ne te noies pas, Chloé. Tu fais face aux conséquences d'avoir nagé vers un navire que tu pensais être un paquebot de luxe. C'était un radeau qui fuyait. C'est malheureux, mais ce n'est pas mon océan. Son visage s'est tordu, le désespoir se transformant finalement en la rage qui couvait sous tous les « s'il te plaît ». Tu es un salaud sans cœur. Tu sais ça? J'avais raison à ton sujet. Tu n'es qu'un robot ennuyeux, sur et sans cœur. Je suis contente de ne pas m'être contentée de toi. Tu n'as jamais été capable de vraie passion. J'ai hoché la tête comme si elle avait offert une critique juste. Tu as probablement raison. Excuse-moi. J'ai une réunion. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Son dernier cri a résonné dans la caverne de béton. Va au diable, Alexandre. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vue s'effondrer sur une barrière en béton, la tête dans les mains. C'était la dernière image que j'aurais d'elle. Elle s'estompait déjà. Le mariage de la cousine aînée de Chloé, Julie, a eu lieu 1 an et 2 jours après le barbecue. J'avais toujours aimé Julie.
Elle m'avait envoyé une invitation séparée et gentille un mois auparavant avec une note manuscrite, sans pression, mais tu serais le bienvenu. Sincèrement. J'ai décidé d'y aller, pas pour clore un chapitre, pas pour un tour de victoire, mais parce que je souhaitais sincèrement du bien à Julie et parce que ma présence était une déclaration de ma propre normalité. Je n'étais pas un fantôme se cachant dans la honte. J'étais un invité. J'ai amené Sarah, pas une petite amie, but à colleague from the New Project Team. Vive, drôle et heureusement mariée, elle connaissait toute l'histoire. Mon rôle est d'être une armure d'une amabilité impeccable, a-t-elle plaisanté, et de manger du gâteau. La réception avait lieu dans un jardin. Je portais un simple costume bleu marine. Je me sentais calme. Sarah et moi nous sommes mêlés facilement, riant avec des amis de Julie de l'université. J'ai vu la famille Lefebvre de l'autre côté de la pelouse, une constellation dont je ne faisais plus partie. Tante Suzanne m'a vu la première, son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux et triste, et elle a fait un petit signe de la main respectueux. Je le lui ai rendu. Oncle Robert a offert un signe de tête solide et approbateur. Meghan a souri. Olivia a détourné le regard. Chloé était là, assise seule à une table. Cédric était remarquablement absent. Elle avait l'air cassante dans une robe trop chic, sirotant du champagne, ses yeux me suivant comme un radar. Je l'ai salué du même léger signe de tête poli que j'avais donné à Suzanne et je suis retourné à ma conversation. Je l'ai senti avant de le voir. L'approche, une présence à mon coude, rayonnant d'une énergie tendue. Sarah s'est excusée avec aisance, pour trouver d'autres de ses bouchées au crabe. Alexandre. Chloé. Je me suis retourné. Mon expression était la même que celle que j'utilisais en salle de réunion, attentif, neutre. Tu es venu. Elle avait l'air stupéfaite. Julie est une personne charmante. J'étais heureux de célébrer avec elle. Elle a cherché sur mon visage l'ironie, la douleur, une fissure. Elle n'a trouvé qu'un mur poli. Tu as l'air en forme. Merci. Tu as l'air bien. Un mensonge social inoffensif, un silence étrange. L'orchestre jouait un standard de jazz doux. Cédric et moi, c'est fini, a-t-elle lâché. Il a déménagé la semaine dernière. Il a pris la télé et ma machine à expresso. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, la phrase automatique et vide d'un étranger, violant ma propre règle mais d'une manière totalement dépourvue de sens. Elle a tressailli comme si elle avait été giflée par l'indifférence. Moi aussi. Mais c'est pour le mieux. Tu avais raison. Surtout. Elle a fait un pas de plus, sa voix baissant à un murmure intense. Je te vois maintenant. L'homme que tu es devenu ça. Elle a fait un geste vague vers mon costume, ma posture, l'espace autour de moi qui semblait calme. C'est moi qui ai fait ça. Mon erreur elle t'a réveillé. Elle a fait de toi ça. C'était son dernier récit désespéré, que sa trahison était un cadeau douloureux mais nécessaire. Quel était l'architecte de mon amélioration? J'ai pris une lente gorgée d'eau pétillante. Chloé, tu as une incompréhension fondamentale. Elle a regardé, attendant le pardon, la reconnaissance de son sacrifice tordu. Je ne suis pas devenu ça pour gagner ou pour te prouver quoi que ce soit. Je suis devenu ça parce que l'homme qui se serait tenu là et aurait toléré ce que tu as dit, qu'il aurait considéré comme une blague ou une erreur, cet homme devait mourir. Tu ne m'as pas fait. Tu as défait la version de moi qui était prête à être avec toi. Ce qui reste a simplement grandi dans l'espace disponible. Ses lèvres ont tremblé. Mais tous à ton travail, ta confiance c'est parce que je t'ai libéré. Non, ai-je dit, ma voix douce mais absolue. Je suis libre parce que je me suis éloigné d'une prison dont j'ignorais l'existence. Le paysage que j'ai construit depuis n'a rien à voir avec la prison. Il existe dans un monde où tu n'es pas un facteur. Tu es une note de bas de page dans mon passé. Une seule leçon douloureuse que j'ai bien apprise et dont je suis passé à autre chose. Donc tu ne ressens rien, a-t-elle murmuré, son dernier espoir se dissolvant. Je ressens de la gratitude pour le bonheur de Julie aujourd'hui. Je ressens de la satisfaction dans mon travail. Je ressens la paix quand je rentre chez moi. Par rapport à toi, je ne ressens rien. Pas de haine, cela demanderait de l'énergie. Je suis véritablement indifférent. Et pour ce qui s'est passé, l'indifférence est la seule réponse appropriée.
La finalité du mot « indifférent » l'a frappée comme un coup physique. Elle a légèrement vacillé. Toutes ses excuses, ses larmes, sa rage, son désespoir c'étaient des vagues se brisant contre un rivage qui n'existait plus. J'étais maintenant à l'intérieur des terres, dans un pays calme et établi. Sarah est réapparue parfaitement à point nommé, tenant 2 verres d'eau. Elle m'en a tendu un. Prêt à partir bientôt? Nous avons cette visite de sitôt demain. Oui, presque, ai-je dit en prenant le verre. Sarah a offert un sourire chaleureux et complètement sincère à Chloé. Ravi de vous rencontrer. La mariée est magnifique, n'est-ce pas? Chloé ne pouvait que regarder, totalement vaincue par la normalité, par l'équipe sans faille que nous présentions, par la preuve concrète d'une vie qui avait continué, s'était épanouie, et l'avait complètement oubliée. J'ai adressé à Chloé un dernier signe de tête professionnel. Prends soin de toi. Puis je me suis retourné, j'ai offert mon bras à Sarah, et nous nous sommes éloignés, rejoignant le groupe sur la piste de danse pour dire nos derniers adieux à Julie. Nous avons ri de quelque chose que le marié a dit. Je le pensais, ce rire. En marchant vers la voiture sous un des 2 guirlandes lumineuses, je n'ai pas regardé en arrière. Je savais ce qu'il y avait derrière moi, un souvenir, une leçon, un fantôme à un mariage. L'avenir